Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Les dirigeants du groupe Renault ont été auditionnés hier par les sénateurs de la Commission des affaires économiques. Jean-Dominique Senard et Thierry Bolloré ont été nommés en janvier dernier à la tête du groupe automobile après l'affaire Carlos Ghosn. L'ancien PDG est toujours poursuivi au Japon pour des malversations financières et le Sénat s'intéresse aux conséquences de cette affaire sur l'avenir de Renault. La direction sera-t-elle plus transparente? L'alliance avec le japonais Nissan est-elle en danger? Toutes les réponses à ces questions dans cette audition. Nous avons donc le plaisir, mes chers collègues, aujourd'hui d'accueillir M. Jean-Dominique Senard, dont nous avons dans notre commission un très bon souvenir, mais d'une audition pour un autre groupe industriel français, et M. Bolloré, dont évidemment nous avons un autre souvenir, voilà, respectivement président et directeur général du groupe Renault. Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour cette audition, je le disais, que nous appelions de nos voeux depuis plusieurs mois. C'est là votre premier passage, et je le tiens à souligner, devant la représentation nationale, depuis votre arrivée à la tête du groupe Renault en janvier dernier. Je crois d'ailleurs que vous serez reçu demain par l'Assemblée nationale, Monsieur le Président. Notre commission, vous le savez, fait preuve d'un grand intérêt, d'un intérêt tout particulier pour le secteur automobile, 400 000 emplois directs, 17% des salariés de l'industrie. Et le groupe Renault, qui fête ses 120 ans cette année, est l'un des piliers, évidemment, de l'industrie automobile française, avec 3 880 000 véhicules vendus l'an passé, un résultat de 3,3 milliards. Vous êtes tous deux fins connaisseurs de ce secteur industriel. Monsieur le Président, vous êtes entré en 2005 au sein du groupe Michelin, que vous avez présidé de 2011 à 2019, avant de rejoindre la présidence de Renault en janvier dernier. Monsieur Bolloré, après des débuts également chez Michelin, si mes informations sont justes, vous êtes passé par l'équipementier Faurecia, avant de rejoindre le groupe Renault en 2012, en tant que directeur des fabrications, de directeur général adjoint en 2018. Vous êtes devenu, depuis janvier dernier, directeur général du groupe. L'année 2019 se veut l'année du nouveau départ pour Renault. Elle a débuté par un changement de taille à la tête du groupe, avec évidemment le départ dans les conditions que chacun connaît ici, ou en tout cas croit connaître, de Carlos Ghosn, qui dirigeait Renault et l'Alliance depuis 2005. Cette audition sera donc l'occasion de faire le point sur les premiers mois d'une nouvelle direction débutée en janvier 2019. Je pense qu'il serait utile, pour que nous ne nous attardions pas trop longtemps sur ce point, que vous nous exposiez les mesures que vous avez prises en interne pour assurer une pleine transparence de cette gouvernance, ainsi que celle des conditions d'exercice de l'équipe dirigeante, de façon à tourner la page de cet épisode ô combien douloureux pour l'entreprise, pour ses salariés, et je dirais même, pour faire plaisir à Fabien, de ses actionnaires. Au-delà de ce point, les enjeux réels auxquels fait face le groupe Renault ne se limitent pas à sa gouvernance interne. Après une année de fortes tensions, les relations du groupe avec son partenaire Nissan semblent, mais vous nous direz si c'est exact, prendre une tournure un peu plus apaisée. Cependant, demeurent de nombreuses questions. Détenteur de 43,4% du capital de Nissan et ayant largement contribué à son redressement dans les années 2000, le groupe Renault entend-il jouer un rôle plus actif dans l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi créée en 1999 ? Alors que certains appellent de leur vœu un rééquilibrage de la gouvernance de l'Alliance et que Renault a enfin obtenu que vous-même siégiez dans différents comités chez Nissan, faut-il, selon vous, aller plus loin ? Je rappelle que Nissan fait face à de nombreux défis, dont là aussi le départ de son dirigeant, M. Saikawa, pour une affaire de prime indue, encore, il y a quelques jours à peine, et surtout de mauvais résultats lors des derniers mois. L'année dernière, le bénéfice de Nissan a chuté de 60%, pesant également sur le résultat de Renault et reléguant l'Alliance à la 3e place des constructeurs mondiaux. L'avenir de Renault, je le dis de façon un petit peu provocante, Monsieur le Président, est-il toujours dans l'Alliance avec Nissan ? Quelle stratégie comptez-vous mettre en œuvre pour améliorer la performance de l'Alliance? Avez-vous mis en place des garde-fous pour protéger l'Alliance de nouvelles éventuelles déstabilisations?
Malgré toutes ces incertitudes et une année 2018 difficile, le groupe Renault est attractif. Il a vendu, je l'ai dit, près de 4 millions de voitures en 2018 dans le monde, a lancé son premier modèle destiné au marché chinois, marché sur lequel il vient d'investir 130 millions d'euros dans une joint venture. Il poursuit sa croissance en Inde, malgré le ralentissement spectaculaire, mais nous l'espérons conjoncturel, du marché. Cette attractivité a fait ses preuves en juin dernier, lorsque le groupe italo-américain Fiat Chrysler a transmis à Renault une offre de fusion à 50-50. Si dans l'enceinte de notre commission, nous soutenons la création de champions européens, et je le dis devant Alain Chantillon et devant Martial Bourquin, qui ont commis un excellent rapport sur la désindustrialisation de notre pays, nous nous interrogeons sur la pertinence du rapprochement proposé et surtout des modalités envisagées. La valorisation au rabais du groupe et la réduction du rôle de l'État, actionnaire à 15% de Renault, nous ont semblé de mauvais signes. Après ce deal, qui semble-t-il est enterré aussi soudainement qu'il a été envisagé, cette alliance est-elle toujours dans les tiroirs? Quel bénéfice réel Renault peut-il en tirer? Et ces allers et retours ne mettent-ils pas en péril l'alliance avec Nissan, le japonais s'étant d'ailleurs abstenu de voter au sujet de la fusion? Au-delà de la pertinence stratégique de cette fusion et de son impact sur l'Alliance, la Commission s'interroge, et moi particulièrement, sur la place des sites français dans la vision à long terme du groupe Renault. On sait que 20% des voitures du groupe sont produites en France, mais cette production a chuté de 3,6% entre 2017 et 2018. Vous vous êtes recentré sur les modèles d'entrée de gamme. Vous avez renforcé l'internationalisation du groupe, qui mise sur un effet de taille. Alors, quel avenir pour les 15 sites français qui emploient pratiquement 50 000 personnes en France? Nous revenons avec une délégation de la Commission d'Inde, où nous avons pu constater que ce pays, comme d'ailleurs la Chine, dispose d'ingénieurs de très très bon niveau et dispose également d'ouvriers aux salaires qui défient toute concurrence. On voit mal comment nos sites de production pourront à l'avenir faire face, et je parle devant Alain, à cette concurrence. Élu de la commune qui accueille depuis 60 ans l'usine de Flins, j'ai quelques inquiétudes en voyant partir la production de la Clio et en ne laissant derrière que la production de la Micra, qui peut être questionnée, et celui plein d'avenir, je le souhaite, de la Zoé. Voilà, Monsieur le Président, vous nous parlerez également de vos investissements dans l'électrification, je pense, et dans les nouvelles voitures, avec votre plan stratégique Drive the Future 2017-2020. Mais je vais vous laisser la parole, j'étais beaucoup trop long, pour un propos liminaire, et je pense que mes collègues auront beaucoup de questions à vous poser. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Merci mille fois, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les sénateurs, sénatrices, merci de votre accueil. Inutile de vous dire qu'on est très honorés, Thierry Bolloré et moi-même, d'être là ce soir avec vous pour évoquer des sujets qui nous tiennent à cœur. Nous aurons le souhait vraiment de répondre à toutes les questions que vous pourrez nous poser. C'est pour ça que je me contenterai peut-être d'un propos assez liminaire, si vous voulez bien, au départ, et puis nous rentrerons dans le détail des questions que vous avez déjà évoquées. Thierry Bolloré lui-même rentrera dans un détail un petit peu plus approfondi sur la vie, je dirais, quasi quotidienne de l'entreprise et des défis qui se posent à nous aujourd'hui. Alors peut-être que, en élément, je dirais, liminaire, au-delà du plaisir que j'ai à être devant vous pour la première fois comme président du conseil d'administration de Renault, je viens aussi comme vice-président du conseil d'administration de Nissan, puisque ça fait partie intégrante de mes fonctions, et aussi comme président du conseil opérationnel de l'Alliance, que j'ai souhaité créer deux mois après mon arrivée, et qui aujourd'hui fonctionne, est opérationnel, et dont j'aurai grand plaisir à vous parler, si vous le souhaitez, tout à l'heure, puisque ça fait partie d'un élément essentiel de la vie de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Je voudrais, à titre, je dirais, introductif, presque enfoncer quelques portes ouvertes pour vous dire que nous vivons quand même un moment tout à fait singulier de notre industrie. Nous vivons en réalité un moment de rupture majeure. Rupture majeure parce que l'environnement concurrentiel évolue au quotidien. Je crois que je n'ai pas
connu dans le passé, Thierry Bolloré peut-être non plus, une période où il y a eu autant de secousses dans le monde de l'automobile, avec, si vous le voyez vous-même à travers la presse et les nouvelles, des alliances qui se créent un peu partout dans le monde, des partenariats de plus en plus forts, une forme de recherche d'efficacité à travers des unions. Et puis, clairement, vous le sentez bien, le défi technologique qui se pose à nous. C'est d'ailleurs peut-être l'effet de la cause ou la cause de l'effet, mais le bouleversement technologique qui se profile, dont nous avons déjà des premières grandes expériences, nous pose des défis considérables. On va essayer de répondre à vos questions sur ce sujet pour vous donner une idée de l'enjeu et de l'impact que ceci peut avoir. Tout ceci se passe en temps réel, à vitesse extrêmement accélérée, et je ne vous cache pas que c'est pour nous un de nos défis majeurs. Alors, vous le savez, l'industrie automobile, et nous en sommes vraiment au cœur, doit répondre à des enjeux environnementaux absolument majeurs. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre le contexte dans lequel nous vivons, mais c'est notre devoir, et nous le prenons comme tel, parce que nous considérons que nous sommes responsables d'une entreprise dont l'ADN, depuis 120 ans, est tout à fait orienté dans ce sens. C'est notre devoir de trouver des solutions pour assurer sereinement la transition énergétique. Nous devons aussi faire attention aux ressources. La raréfaction des ressources est un sujet majeur que le groupe prend à cœur. On aura l'occasion d'en parler avec Thierry Bolloré aussi. La question de l'économie circulaire est au cœur de ce que nous faisons depuis pas mal d'années, et je crois que le rythme de nos actions dans ce domaine s'accélère. Et puis bien entendu, au cœur de tout cela, la santé. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que c'est une préoccupation majeure, et bien entendu, en particulier dans les villes. La question de la réduction des émissions de polluants est là aussi un élément central de notre stratégie technologique. Vous verrez les défis que ça nous pose. Nous avons en plus de cette évolution majeure dont je parle, un contexte d'attente et de comportement des consommateurs qui évolue en permanence, et peut-être plus rapidement aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été dans le passé. Ces besoins de mobilité qui évoluent, cette urbanisation croissante qui ne va pas s'arrêter là, vous le savez comme nous, l'avenir est à une urbanisation plus importante. Je pense à des continents comme l'Afrique où la croissance va se faire par l'urbanisation. Nous allons voir naître des mégalopoles considérables dans ces zones. À nous de répondre à ces défis de la mobilité. C'est dès aujourd'hui que nous devons y penser, pas simplement dans nos villes occidentales que nous connaissons. C'est pour nous un sujet majeur. Et donc, au-delà du changement de modalité des transports dont on parle beaucoup, l'autopartage, la voiture autonome, etc., il y a une conception même de la mobilité que nous devons intégrer. Je vous le dirai plusieurs fois, nous sommes une entreprise de la mobilité, c'est évident, mais nous sommes de plus en plus un élément d'un écosystème. Et aujourd'hui, la mobilité durable, et je peux vous en parler dans mes anciennes fonctions comme dans les miennes aujourd'hui, c'est de plus en plus un écosystème dans lequel les uns et les autres jouent des rôles plus ou moins privilégiés et dans lesquels nous devons nous adapter absolument en permanence. Alors évidemment, les nouvelles générations ont leurs idées sur la question, ont leur volonté, leurs soucis, ils nous en font part. Nous devons être sensibles à tout cela, nous devons anticiper. Et puis évidemment, derrière tout cela, vous vous en doutez bien que l'image même de l'entreprise est en jeu. Et là, nous devons être absolument capables de répondre à toutes les questions qui se posent. Alors, bien entendu, je ne vous surprendrai pas si je vous disais que pour répondre à tous ces défis, nous devons instaurer des conditions d'une réussite économique et sociale durable. Et tous les mots comptent dans ce que je viens de dire. Le bouleversement sociétal est en cours. On le voit avec des questions majeures qui se posent par rapport à justement l'impact de ces nouvelles technologies. Il faut que vous sachiez que nous avons à cœur, et nous l'aurons toujours, et ce n'est pas en ce qui me concerne une nouveauté, la volonté que l'homme avec un grand H soit en permanence au cœur de ces révolutions technologiques. Ça n'a l'air de rien, mais ce n'est pas simplement la mobilité au sens large, c'est aussi les révolutions technologiques au sein de nos usines. Thierry Bolloré en pourra en dire un mot. Il y a là des évolutions majeures de la révolution numérique que nous mettons en œuvre. Nous devons prendre soin
à ce que l'humain soit au cœur de cette évolution, sinon nous allons perdre, je dirais, énormément de sens de notre action. Nous avons évidemment un devoir d'anticipation. Au passage, c'est quand même le rôle principal des chefs d'entreprise, le devoir d'anticipation qui est une des choses les plus difficiles qui soit d'ailleurs, mais à tous les plans, nous devons l'avoir et nous verrons comment nous pouvons en parler tout à l'heure en détail. Et puis, il nous faut instaurer une confiance durable. C'est peu dire que les années passées récentes ont été difficiles en matière de confiance entre l'industrie automobile et la société qui l'entoure, et pourtant nous sommes au cœur de la vie. Et donc nous ne pouvons pas imaginer notre avenir sans être certains que cette confiance se restaure rapidement. Alors ça couvre tout un tas d'aspects des choses, évidemment, mais ça couvre aussi le fait d'avoir une gouvernance qui soit parfaitement claire, transparente, forte, responsable. J'ai suffisamment écrit dans le passé avec Nicole Notat des phrases non pas définitives sur le sujet, mais que je pense vraiment pour ne pas changer d'avis maintenant. Nous avons une responsabilité majeure en tant que dirigeants d'organes délibératifs de groupes comme Renault, d'assurer le rôle social de l'entreprise et d'assurer que nous prenons bien en compte, évidemment, les enjeux environnementaux. Ça, c'est un point majeur. La gouvernance est la clé de tout cela. Sachez que depuis que je suis arrivé à la tête de ce Conseil, j'ai procédé à un certain nombre de modifications de gouvernance dans lesquelles je voudrais bien rentrer dans le détail plus tard. La création notamment d'une commission de la responsabilité sociale et environnementale, qui est une nouveauté, mais qui pour moi est importante parce qu'elle montre que le cœur de l'activité dont je vous parlais tout à l'heure trouve son reflet au sein des organes délibératifs, et ça c'est très important. Voilà, avant de passer la parole à Thierry Bolloré et puis ensuite répondre à toutes vos questions, j'ai évoqué un contexte de concurrence exacerbée. Il ne se dément pas, ce contexte, il est dur pour les entreprises. Nous devons faire face avec, je dirais, la force de nos équipes, la passion qu'elles développent partout. J'en étais le témoin déjà depuis 8 mois et je ne vous cache pas que pour moi, c'est un encouragement majeur. C'est absolument formidable ce que peut trouver dans le groupe Renault comme force et passion autour de leur métier. Les personnes du groupe ont vraiment la foi dans leur activité et c'est à nous d'assurer leur avenir et pour le long terme. Je ne serais pas complet si je ne vous parlais pas un mot de l'Alliance, pour vous dire qu'avant de rentrer dans tous les détails, c'est un élément qui est fondamental pour Renault. Je le dis et je le redirai, nous ne pouvons pas imaginer l'avenir de Renault sans l'Alliance. Aujourd'hui, elle a 20 ans, cette Alliance, elle arrive à un degré de maturité qui nécessite peut-être un second souffle. Depuis mon arrivée, je m'efforce avec les équipes et les directeurs généraux des 3 grandes entreprises qui la composent de faire en sorte que ce second souffle arrive. Il passe à travers un certain nombre d'éléments de turbulence qui sont liés à des éléments de gouvernance des différentes entreprises, c'est vrai, mais la ligne directrice est là et en ce qui me concerne, comme président de ce Conseil de l'Alliance, j'entends que nous ayons maintenant, dans les années qui viennent, une efficacité redoublée. La bonne nouvelle, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, c'est que je considère que le potentiel de cette alliance est considérable, qu'il est aujourd'hui probablement pas utilisé à son optimum, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qu'en revanche, et je serai prêt à développer ça avec vous, je crois que nous avons tous les éléments pour que dans les années qui viennent, et à très court terme aussi, nous puissions aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Voilà ce que je voulais vous dire, Madame la Présidente, comme introduction. C'est évidemment un peu un survol. Nous allons maintenant rentrer un peu plus de détails et Thierry va prendre le relais. Après cela, nous serons ravis de répondre à toutes vos questions. Voilà. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, je vous en prie. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bon, comme Jean-Dominique vient de vous le dire, je pense qu'on ne peut que constater le monde automobile dans pleine mutation, en mutation extrêmement profonde. Je crois que notre seule certitude, c'est que tout change très vite et que c'est Churchill, quelque part, qui nous inspire quand il disait que si vous ne prenez pas le changement en main, il vous prend à la gorge. Donc il me revient de vous exposer comment un groupe industriel français, devenu global, affronte ces turbulences et se transforme pour redéfinir son rôle à l'heure où la mobilité revêt effectivement des enjeux environnementaux, technologiques, sociétaux les plus significatifs. Alors,
Commençons par la dimension du groupe qui est devenue mondiale, c'est-à-dire qu'à défi mondial, il nous faut une réponse globale. Certes, nos racines sont françaises et elles le restent, tandis que nous allons chercher dans le monde tous les relais de croissance. Illustration rapide, en 2018, c'est plus de la moitié de nos ventes qui ont été réalisées hors Europe. Et parmi le top 15 des pays dans lesquels nous opérons, on trouve la Russie, le Brésil, la Chine, la Turquie ou l'Inde. Depuis le début de l'année aussi, pour vous illustrer ce dynamisme, on a créé à Shanghai un nouveau centre de design, de recherche, mais aussi de digital. Et on a créé aussi à Bucarest un tout nouveau siège social qui fonctionne en mode complètement agile. On a aussi annoncé le lancement d'une production au Nigeria. Je ne sais pas si vous le savez, mais le groupe Renault est le premier constructeur mondial en Afrique, à la fois sur le plan des ventes et sur le plan de la production. Alors naturellement, l'internationalisation du groupe Renault est fortement favorisée par l'Alliance. Et j'ose dire que sous l'écume médiatique de ces derniers mois, il y a un formidable atout opérationnel. Il faut que vous sachiez que l'Alliance nous permet de partager, de diviser nos coûts, de mettre en commun nos moyens, nos ingénieries, nos équipes d'ingénieurs, bien sûr des usines, des moteurs, des pièces, et aussi des architectures complètes de nos véhicules. Et je voudrais citer à titre d'exemple le fait que d'ici à 2022, 100% des véhicules que nous allons lancer sont produits sur des plateformes communes. Alors c'est vrai depuis des modèles phares comme Nouvelle Clio, Nouveau Capture, que nous vendons absolument partout dans le monde. C'est aussi vrai de lancements qui sont plus locaux, comme le nouveau Triber que nous lançons à l'heure actuelle en Inde, ou de Kwid EV qui est lancé directement en Chine. Donc toutes ces plateformes, sans exception, sont partagées avec Nissan. Et j'ose dire que tout cet effort que nous réalisons n'aurait pas été disponible au même degré de compétitivité si nous n'avions pas pu partager les coûts avec notre partenaire. Toute la nouvelle génération de véhicules électriques que nous préparons pour la lancer à partir de 2022, c'est un renouvellement complet de nos gammes avec des modèles additionnels. Là aussi, ça se fait sur plateforme commune. Donc, avec l'Alliance, on est vraiment en mesure de réaliser des sauts qualitatifs, des sauts technologiques pour proposer des véhicules hybrides, connectés, en route vers l'autonomie et tout en étant accessibles à tous. Cette force économique, c'est aussi une force d'attractivité qui attire bien sûr des talents dont on peut avoir besoin venant de l'extérieur, mais aussi des partenaires au-delà de nos fournisseurs qui le sont déjà. On s'allie ainsi avec des géants de la tech. On est partenaire avec à peu près tous ceux qui opèrent aujourd'hui sur la planète, jusqu'à récemment Waymo, vous savez, qui est leader sur le secteur de la conduite autonome. On le fait tout autant avec des startups, puisque vous savez que nous investissons d'ici à 2022 l'équivalent de 1 milliard de dollars dans le cadre de notre Alliance Ventures. Et le rythme d'investissement depuis 2017 est conforme aux chiffres que je viens de citer. Donc, nous nous développons fort de notre histoire, de notre culture et de notre présence française, puisque, effectivement, Renault en France est un socle industriel, comme vous le disiez, Madame la Présidente, de 14 sites, 48 000 personnes, soit plus du quart des effectifs du groupe. Nous avons fabriqué en 2018 750 000 véhicules, soit un cinquième de notre production mondiale. C'est là où se trouve le cœur et l'excellence de notre ingénierie, puisqu'il faut que vous sachiez que 75% de nos dépenses R&D sont réalisées en France. Et c'est notre premier marché de surcroît, puisque sur les 6 premiers mois de l'année 2019, une voiture sur 5 a été vendue en France. Donc, si je résume ce premier chapitre, et dans notre secteur qui est ultra compétitif, vous l'avez compris, l'avenir se joue dans l'excellence industrielle couplée aux effets d'échelle. Et il y a peu, c'était la clé de la réussite. Aujourd'hui, c'est toujours nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour survivre, car il faut y ajouter la capacité à se transformer de constructeurs de véhicules thermiques à constructeurs de véhicules bien sûr électriques, hybrides, mais aussi hybrides rechargeables, et fournisseurs de services. Et pour cela, être capable de s'inscrire dans l'écosystème qui est le seul à un degré de complexité qui n'était pas connu jusqu'à présent des constructeurs, pour devenir un véritable acteur dans la mobilité où il y a tant d'acteurs qui évidemment veulent prendre leur part de la valeur ajoutée. En clair, pour nous, devenir une entreprise à la fois de software et une entreprise de services de mobilité. Alors ça me permet d'entrer dans le deuxième chapitre qui est cette mobilité de demain que nous voyons complètement électrique, connectée, autonome, partagée
et accessible à tous. Et quand je dis partagé, je l'entends à la fois dans son usage comme dans ses responsabilités. C'est-à-dire que constructeurs, entreprises technologiques, fournisseurs d'énergie, start-up, autorités publiques, de tous les échelons, national comme local, nous sommes tous concernés. À ce titre, la loi d'orientation des mobilités, j'ose dire dans sa nouvelle lecture, montre la complexité du paysage actuel, dans lequel la voiture devient un complément, voire un prolongement du transport public. Les collectivités territoriales que vous représentez sont des acteurs clés de cette mobilité de demain et nous sommes d'autant plus heureux d'échanger avec vous sur ce point. Dans ce nouveau contexte, notre rôle, c'est de contribuer à cette mobilité, comme j'ai dit, propre, connectée, autonome, partagée, accessible à tous. Hier, nous étions pionniers et aujourd'hui, avec l'Alliance, leaders mondiaux du véhicule 100% électrique. Il faut que vous sachiez qu'avec Nissan et Mitsubishi, nous comptons déjà plus de 740 000 véhicules électriques sur les routes et le groupe Renault y contribue à hauteur de 250 000. Mais au-delà de ça, nous réinventons notre modèle économique en proposant des services d'autopartage, de covoiturage et de VTC, de mobilité autonome. Nous sommes par exemple le premier fournisseur de véhicules 100% électriques partagés en Europe, avec plus de 7000 Zoé et Twizy en car sharing sur les routes de 22 villes majeures et d'une cinquantaine de villes moyennes. À Paris, vous connaissez notre service d'autopartage qui s'appelle Movin, qu'on a conçu avec la mairie et on y dispose d'environ 500 Zoé et de quelques dizaines de Twizy. Mais aussi, nous sommes fournisseurs de véhicules et de services. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le groupe Renault est le premier agrégateur mondial d'offres de taxis ou de VTC. Ce n'est pas forcément connu ce point-là, puisque nous disposons, grâce à notre filiale Karoo, une plateforme de services qui agrègue plus de 2 millions de chauffeurs qui circulent sur les 5 continents et qui représente 750 000 courses par jour. Donc vous voyez, on devient une entreprise de tech, véritablement, dans les services qu'on apporte à une quantité extrêmement importante de partenaires. Toujours avec Karoo, et ceci en mai dernier, on a signé avec la SNCF un accord cadre pour assurer la continuité du transport des personnes là où les trains ne vont pas ou ne vont plus. Et c'est une solution technologique que nous apportons qui crée le lien entre les passagers du service public SNCF et les flottes de VTC. Et ceci améliorant la desserte des territoires, notamment dans les zones rurales. Cette mobilité de demain pose néanmoins un défi industriel extrêmement lourd, parce que bien davantage qu'une simple réinvention de modèle économique au sein duquel nous sommes, c'est toute une capacité de production qu'il faut ajuster, flexibiliser et transformer. Alors d'abord, on a eu le défi du 100% électrique et de cette transition énergétique. Avec 10 années d'expérience, on peut dire qu'on met sur le marché des véhicules performants et abordables. Vous savez, de nouvelle Zoé, je ne sais pas si vous avez vu les derniers tests, c'est un véhicule qui a été homologué avec 390 km d'autonomie WLTP. Les journalistes sont en ce moment en Sardaigne à faire des tests. Tous ont dépassé les 400 km en usage réel. Et il y en a même quelques-uns qui ont réussi à dépasser 500 km. Donc vous voyez, on a réussi de surcroît, en faisant un véhicule complètement modernisé, notamment à l'intérieur, totalement connecté, à proposer des tarifs qui sont les mêmes que ceux dans l'ancienne Zoé. Donc, pour cela, on a flexibilisé nos lignes de production. Et l'an passé, on a annoncé, comme vous le savez, un investissement de 1 milliard d'euros dans 4 de nos sites industriels français pour faire du pays un pôle d'excellence du véhicule électrique. Ensuite, il s'agit du défi du véhicule connecté et autonome, qui nécessite des moyens colossaux pour développer les technologies nécessaires. Aujourd'hui, pour un véhicule équipé d'un niveau 2 de conduite autonome, ce qui correspond à ce qu'on installe sur nouvelles Clio comme sur nouveaux Capture, il faut compter près de 100 millions de lignes de code, c'est-à-dire 15 fois plus que ce que vous avez à bord d'un Airbus, qui lui comprend 15 fois, avec une auto qui comprend 15 fois moins de pièces que ce même Airbus. Donc vous voyez, l'auto devient un véritable software sur roue, avec une intensité de ce point de vue-là qui est supérieure à ce qu'on trouve dans l'aviation. Alors ces atouts, cette stratégie sont nécessaires là aussi pour affronter les défis de la mobilité. Et toutefois, comme les effets d'échelle et l'excellence industrielle que je mentionnais précédemment, ces investissements et cette capacité d'adaptation tout autant nécessaires ne sont pas suffisants pour assurer la pérennité dans le monde de la mobilité de demain. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas suffisants? Parce qu'on a aussi besoin de vous.
Et c'est mon troisième thème, c'est les conditions de réussite économique et sociale durable dépendent aussi de vous. Alors on a deux sujets majeurs que je voudrais développer, sur lesquels on a vraiment besoin de votre soutien. Le premier, c'est la stabilité de programmation réglementaire et fiscale. Et le deuxième, c'est la compétitivité. Alors si je commence par le premier, concernant donc la stabilité de programmation réglementaire et fiscale. Vous savez que le temps industriel, c'est un temps long. Alors aujourd'hui, on a besoin de 5 années pour développer nos véhicules, entre le premier coup de crayon et la mise en vente. On réduit la durée de ce cycle de manière drastique par l'agilisation de l'ensemble de l'entreprise. Cependant, ça reste du temps long. Il est clair que la multiplication des contraintes réglementaires qui sont liées aux émissions et à la sécurité des véhicules exige de très lourds investissements, qui s'ajoutent à tous ceux que j'ai mentionnés précédemment et qui sont nécessaires pour relever les défis que nous venons d'évoquer. Ainsi, chez Renault, on a fait le choix de la France comme cœur industriel du véhicule électrique pour l'Alliance. La nouvelle Zoé donc, est produite à Flins, nos moteurs électriques proviennent de Clion, la nouvelle plateforme électrique commune sera installée à Douai et nous reconditionnons l'ensemble des moteurs, notamment électriques, à Choisy. Ces investissements extrêmement lourds n'ont de sens que si le véhicule électrique se généralise. J'en profite pour tordre le cou à une idée reçue. Le véhicule électrique n'est pas réservé aux urbains. Au contraire, c'est un véhicule qui est conçu pour tous les territoires, y compris en ruralité. À titre d'exemple, je pense qu'il est plus simple d'installer une borne de recharge en pavillon qu'en copropriété. Nous avons besoin de votre soutien pour l'équipement des copropriétés en borne de recharge. Et de ce point de vue-là, la loi d'orientation de mobilité a apporté des avancées, mais il faudra vraiment aller plus loin. C'est une condition vraiment fondamentale. Plus largement, on a besoin d'un soutien pérenne pour inciter à l'achat des véhicules électriques. Cela passe par le maintien du bonus économique à l'achat et l'implication des collectivités locales dans le développement et l'entretien des bornes publiques. Après la transition énergétique, prenons les objectifs d'économie circulaire qu'évoquait tout à l'heure Jean-Dominique. Chez Renault, nous sommes pionniers de la récupération des matières, des pièces mécaniques, mais aussi des batteries. Avec Suez, on a par exemple investi dans Indra pour le recyclage des véhicules hors d'usage, ce qui permet de traiter jusqu'à 350 000 véhicules par an. Là, je crois que c'est pareil, il ne faut surtout pas changer des équilibres qui font fonctionner ce type de filière, et sachez que ça représente en France 6 000 emplois. Nous agissons aussi pour la réduction de notre empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie de nos véhicules, depuis la production jusqu'à la fin de vie. On a pris des engagements pour que d'ici à 2022, on réduise l'empreinte carbone de l'ensemble de l'entreprise de 25%. Il faut que vous sachiez qu'à fin 2018, on est à 19% de réduction, donc clairement en trajectoire. En mai de cette année, Renault a été le premier constructeur mondial à avoir obtenu par le groupe SBT, qui est Science Based Targets, c'est un groupe complètement autonome, la validation de sa trajectoire de décarbonisation jusqu'en 2030, en ligne avec les objectifs de la COP21. De plus, on est top 3 mondial des usines à plus faible consommation d'énergie et d'émissions CO2. Et enfin, à titre d'exemple, pour vous montrer la prégnance de la prise en compte de la transition énergétique au sein du groupe Renault de manière holistique, c'est-à-dire dans toutes ses activités, le mois passé, l'ADEME nous a remis le trophée de la meilleure progression en matière de réduction des émissions de CO2 des transports de marchandises liés à notre activité. On appelle ça le fret 21. Deuxième sujet pour lequel nous avons besoin de vous, c'est la compétitivité. Alors on fait des efforts considérables pour maintenir notre présence industrielle en France. C'est tout l'objet des accords de compétitivité que nous passons avec l'ensemble de nos partenaires sociaux depuis 2013. Dans le cadre de notre dernier accord en date, qu'on a appelé CAP 2020, nous avons recruté 5 500 personnes en France depuis janvier 2017, c'est-à-dire au-delà des engagements que nous avons pris. Nous investissons aussi dans l'évolution des compétences avec 235 millions d'euros dédiés à la formation entre 2017 et 2020. Alors je parle d'efforts parce que les coûts de production restent élevés. Si vous faites une comparaison entre le coût d'un opérateur en France par rapport à un coût d'opérateur en Espagne, il y a un écart de 40%. Ça nous force à faire des choix, Madame la Présidente, effectivement, c'est-à-dire que nous avons privilégié la production de véhicules électriques à Flins et localisé la Clio dans nos usines slovènes et turques, c'est tout à fait juste. Les coûts de recherche restent élevés aussi, et je tiens à souligner l'importance du crédit impôt recherche pour nous. Le coût chargé de la recherche et développement en France est le deuxième le plus élevé au monde
derrière les États-Unis. Et donc le CICR permet de baisser ce coût et de faciliter nos dépenses de R&D en France, qui l'an passé se sont élevées à plus de 3 milliards d'euros. Alors ces contraintes fiscales pèsent aussi sur nos fournisseurs et sur l'ensemble de la filière automobile française. Chez Renault, nous avons fait le choix d'une intégration locale. Ça se résume à un chiffre, c'est-à-dire que le poids de notre masse d'achat réalisée en France, rapporté à nos achats mondes, est quasiment le même que le poids de notre production réalisée en France rapporté à notre production mondiale. Et ça se situe entre 20 et 22%. Et donc l'enjeu, avec votre aide, c'est de maintenir cet équilibre. C'est de faire en sorte que malgré l'impact de la transition énergétique et le passage aux véhicules électriques qui fragilise la filière, on soit capable de, au minimum, stabiliser cette position que nous voulons pour notre pays. Donc, si maintenant nous parlons de la décroissance du diesel, et de la filière diesel que je considère pour ma part en très grande souffrance. Il est clair que le soutien du gouvernement est plus que nécessaire. Mais nous le savons, il ne sera pas suffisant. C'est-à-dire que là aussi, on aura besoin de l'appui des collectivités locales pour l'identification, l'accompagnement et la conversion des fournisseurs qui sont impactés par les réglementations des émissions qui sont à l'origine de cette évolution du marché de manière extrêmement drastique. En conclusion, et vous l'aurez compris, notre secteur traverse un bouleversement sans précédent, dans son ampleur comme dans le rythme avec lequel il se déploie. Tout change plus rapidement, et vous en prenez acte à travers l'accélération des nouvelles réglementations. Et c'est donc ensemble que nous pourrons définir les contours et les conditions d'une mobilité de demain durable, plus propre, plus responsable, et ceci au service de tous. Et quand je dis nous, j'entends les usagers, les pouvoirs publics, les entreprises et nos partenaires, à la fois dans la filière, mais aussi hors filière. Je pense que nous y parviendrons ensemble, et je pense qu'avec Jean-Dominique, nous sommes d'autant plus heureux de cette audition, qui, j'ose dire, comme un peu la plateforme de la filière automobile, est le signe d'une concertation et d'une coopération qui soit vraiment vivante. Je vous en remercie. Très bien, merci messieurs pour ces deux interventions tout à fait intéressantes. Je vais donner la parole à nos deux rapporteurs sur l'industrie. Martial Bourquin, ensuite Monsieur Chatillon. Martial. Merci Madame la Présidente. Messieurs les Présidents, vous n'avez pas abordé dans vos interventions l'accord avorté avec Fiat et Chrysler. Un accord essentiellement capitalistique. Est-ce qu'on savait que Renault avait beaucoup à perdre dans cet accord? Où en est-on? Est-ce qui a été jeté par la fenêtre ne risque pas de rentrer par la porte? Première question. Vous avez dit, Monsieur le Président, que l'alliance Renault-Nissan était essentielle. Nous partageons cette analyse. Elle s'appuie sur la complémentarité des marchés et des produits. Vous avez dit que vous étiez prêt à porter plus loin cette alliance. Qu'est-ce que cela veut dire? Dernière chose sur les batteries. Est-ce que le groupe Renault veut avoir une certaine indépendance européenne et française sur ces questions? Est-ce que nous allons être dépendants définitivement de la Chine sur ces batteries, ou est-ce que nous allons nous doter de secteurs de fabrication pour avoir nos batteries? Voilà, Renault est un groupe global, vous nous l'avez dit, mais vous savez que c'est le groupe quand même qui a la plus faible exploitation sur le sol français. Je prends un exemple, PSA est à 40% des véhicules fabriqués en France, Volkswagen à 50-55%, et on est passé avec le groupe Renault en dessous 20%. Alors les questions que je voudrais vous poser, c'était la présidente qui les avait posées tout à l'heure, mais plus précisément, il va y avoir la Clio hybride. Est-ce qu'elle sera fabriquée en France? C'est une vraie question. On a vu l'entreprise de Sandouville qui reprenait des couleurs avec des fabrications sur Nissan. Est-ce que le sol français, parce que c'est bien, Monsieur le Président, d'avoir de la recherche et développement, mais c'est bien aussi d'avoir de la fabrication. Et aujourd'hui, les salariés de Renault, mais aussi les Français, attendent que le groupe, où il y a une participation de l'État importante, puisse fabriquer dans notre pays et créer des emplois. Merci beaucoup Martial. Alain Chatillon. Oui, je partage les questions que vous a posées mon collègue. Je voudrais
vous dire que tout à l'heure, lorsque vous évoquez 25% des salariés sont en France, c'est sur Renault ou sur l'ensemble du groupe au niveau mondial? L'ensemble du groupe mondial. Est-ce que, compte tenu des aides, vous parliez du crédit impôt recherche qui n'existe pas dans d'autres pays et qui facilite l'accompagnement, est-ce que vous voyez dans les différences des charges sur lesquelles il faudrait peser pour les alléger? Je m'explique. Dans les charges que vous avez, quelles sont celles qui sont le plus néfastes au développement de l'emploi? Deuxième question sur l'innovation. Alors sur l'innovation, est-ce que ou quand voyez-vous que la voiture autonome pourra être en service sous les réglementations collectives, communautaires et au niveau européen? Et la troisième question, ça concerne l'hydrogène. Quel est votre sentiment, vous n'en parliez pas, sur l'intérêt de l'hydrogène? Vous savez qu'il y a un certain nombre de projets en cours au niveau national et international. Est-ce que l'hydrogène ne peut pas être une solution intelligente et anticipatrice pour un groupe comme le vôtre? Je vous propose peut-être qu'on réponde aux deux rapporteurs et ensuite on prendra l'ensemble des autres questions. Très très bien. Messieurs les rapporteurs, merci de toutes ces questions qui sont évidemment au cœur de nos préoccupations et de notre intérêt. Vous avez d'abord évoqué le sujet Fiat Renault et monsieur le rapporteur, il y a un certain nombre de choses que vous avez dites que je ne peux pas vous laisser dire. Ce sujet est derrière nous aujourd'hui. Par conséquent, il ne faudrait pas y passer trop de temps parce que nous évoquons là un sujet qui n'est plus d'actualité. En revanche, vous avez dit un certain nombre de choses à propos de ce projet sur lesquels je ne suis pas d'accord. Et donc, je me permets simplement de vous donner mon point de vue. Vous avez dit que c'était un projet capitalistique. Pour moi, c'était juste l'inverse. Et donc, il faut que vous ayez entendu ça de la part du patron de Renault. C'était une opération qui était fondamentalement industrielle et qui avait en particulier comme principal mérite de mettre en avant et en valeur les technologies du groupe Renault. Et s'il y a une partie de la population qui peut se féliciter d'une perspective pareille, c'est précisément les salariés du groupe Renault, qui à travers cette nouvel élan, cette nouvelle idée, non seulement voyaient se constituer autour d'eux un groupe européen de toute première ampleur, ce qui après tout, par les temps qui courent, n'est pas exactement négligeable, mais surtout voyaient leur avenir incroyablement plus assuré dans ce cadre-là que sans ce cadre. Parce qu'il ne vous a pas échappé, et je l'ai dit en introduction, et ce n'était pas des mots en l'air, que nous sommes en face d'une évolution considérable du monde de l'automobile, et qu'un des éléments qui n'est pas le plus négligeable de tous, et que nous voyons naître maintenant une industrie automobile chinoise qui va devenir, dans les années qui viennent, probablement un des principaux acteurs mondiaux de l'activité. Et que si on ne veut pas regarder les choses en face, eh bien dans 5 ans d'ici, je vous le dis, monsieur le rapporteur, nous aurons simplement à nous reprocher de ne pas avoir eu la véritable obligation de devoir d'anticipation. Et je le dis franchement, il faut savoir se projeter. C'est notre rôle de dirigeant d'entreprise. Et ce que je peux vous dire, pour l'avoir vécu dans le monde du monde Michelin, puisque je l'ai connu pendant 10 ans, je ne peux pas le reprocher à l'industrie chinoise. Personne ne peut reprocher à un pays de développer son industrie. Chacun joue ce qu'il a joué comme jeu. Mais moi j'ai vu cela pendant 5 ans à peine, entre 2012 et 2018. La part de marché des pneumatiques chinois en Europe est passée de 5% à 30% en 5 ans. Mesdames et messieurs les parlementaires, je vous demande de garder ça en tête. Eh bien, la différence, c'est que pour l'automobile, c'est maintenant. Voilà. On ne l'a pas encore vu et on va le voir. Et je vous le dis parce que je ne veux pas que vous me reprochiez dans quelques années de ne pas vous l'avoir dit. Les voitures chinoises sont au point. Bravo, ils ont réussi, ils savent les faire. Elles sont connectées, parfois mieux que les nôtres. Elles sont de qualité toute première.
Il y a 2 ans, on en riait encore. Moi pas. Maintenant, on ne rit plus. Thierry Bolloré, qui était à Shanghai avec les équipes de Renault, a vu tout cela. Donc, de grâce, essayons de nous projeter et comprendre que si nous n'anticipons pas aujourd'hui à travers un certain regroupement de nos unités, notamment européennes, eh bien, nous aurons nos yeux pour pleurer dans quelques années. Voilà, je voulais vous le dire. Et par conséquent, toutes les articulations médiatiques sur le sujet de la valorisation sont sympathiques et importantes, bien sûr. Sauf qu'on ne peut tout de même que faire face à la réalité. La valorisation de Renault est ce qu'elle est, celle de Fiat aussi. Et lorsqu'on veut faire un deal commun, eh bien, il faut bien trouver un équilibre. C'est totalement secondaire par rapport à l'enjeu dont je vous parle. Parce que là, je vous parle pas simplement d'équilibre 50-50 capitalistique ou non, je vous parle de l'avenir de nos usines, je vous parle de l'avenir de l'emploi des salariés de Renault, et d'ailleurs, ils l'avaient bien compris. Par conséquent, je voudrais quitter ce sujet parce que nous en avons d'autres à traiter, car, comme vous le savez, il n'est plus d'actualité. Mais je ne peux pas vous laisser dire que c'était un deal capitalistique. Ça me heurte profondément, parce que s'il y a une personne qui, en tant que chef d'entreprise, depuis quelques années, est conscient de l'importance du sujet industriel par rapport au capitalistique, c'est bien moi. Voilà. Monsieur le rapporteur, je voulais simplement vous dire ça. Alors, vous avez évoqué l'alliance. Et l'alliance est indiscutablement un sujet majeur, je l'ai dit dans mes propos introductifs. J'ai trouvé une alliance déprimée lorsque je suis arrivé, non pas tant parce qu'elle avait créé dans le passé. Il faut être juste, et Thierry Bolloré l'a évoqué, il y a eu des travaux importants dans l'Alliance qui ont permis un certain nombre d'innovations, qui ont permis un certain nombre d'économies, qui ont permis un certain nombre de regroupements. Mais lorsque je dis que j'ai trouvé cette alliance déprimée, c'est parce qu'il y avait en réalité un ensemble de frustrations exprimées de la part des équipes de Nissan et de Renault, pour ne pas parler de Mitsubishi, qui était plus récent dans l'Alliance, une frustration profonde par rapport au mode d'organisation, au mode de fonctionnement, à l'agilité de cette alliance, à la capacité de prendre des décisions, et au fond, faisant face à des résultats que chacun considérait comme, certes, nécessaires, mais largement inférieurs au potentiel de l'alliance. Il y avait en plus, je ne vous le cache pas, compte tenu des circonstances, un certain nombre de forces divergentes qui s'exprimaient, sans trop se cacher, d'ailleurs, parfois. Il a été de mon devoir d'essayer très rapidement de renouer les fils de quelque chose qui était en train de partir en divergence alors qu'il était urgent d'en maintenir la convergence. J'ai envoyé un certain nombre de signaux qui étaient des symboles. Les réunions de nos 3 conseils d'administration en France, c'est un symbole, me direz-vous, mais c'était la première fois depuis 20 ans. J'ai envoyé un certain nombre de signaux. J'ai dit, ce n'est pas la peine de forcer le problème de la présidence de Nissan. C'est un sujet qui était tellement épidermique et pour de bonnes raisons, je le comprends, au Japon, que j'ai préféré dire, ce n'est pas l'essentiel. Ce qui est essentiel en revanche, c'est l'Alliance elle-même, son conseil d'organisation que j'ai refondé, et avec l'aide des 3 directeurs des généraux, dont vous en avez un auprès de moi, nous avons créé ce conseil opérationnel qui s'efforce tous les mois et en permanence avec le travail des équipes de faire que l'Alliance, la stratégie de l'Alliance, soit prépondérante par rapport à la stratégie des 3 entreprises. Ce n'est pas une tâche évidente, mais c'est une tâche essentielle. Et je voulais vous dire, monsieur le rapporteur, que pour moi, le succès se mesurera à l'aune du fait que nous soyons capables, de façon très harmonieuse, comme c'est déjà le cas, je dois vous le dire, de faire progresser nos équipes à travers un travail de communalité, de standardisation, dans le respect culturel et technologique de chacun, que chacun pourra comprendre. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'Alliance. Nous nous réunissons dans quelques jours pour un nouveau conseil de cette Alliance. Les sujets que nous y aborderons sont des sujets absolument centraux. Mon intention en tant que président de cette Alliance, c'est de dire que si nous ne sommes pas capables de traiter au fond des sujets aussi fondamentaux que les évolutions technologiques des uns et des autres, de travailler sur l'avenir de ces technologies, c'est-à-dire pas simplement celle de dans 2 ans, celle dans 5 à 10 ans,
Si nous ne sommes pas capables de faire cela, à ce moment-là, j'autoriserai tout le monde à penser que nous avons échoué dans l'Alliance. Mais en tous les cas, mon sentiment aujourd'hui, qui est partagé par Thierry Bolloré et par mes collègues de Nissan et de Mitsubishi, c'est que nous avons tout en main pour réussir. Tout, y compris une volonté farouche des salariés de ces entreprises d'y arriver. Alors oui, bien sûr, il y a des fiertés nationales. Il y a des fiertés nationales que je peux comprendre au Japon. Il y a des fiertés nationales en France. Et croyez-moi, s'il y a de temps en temps des éléments qui apportent des discussions, des échanges francs et directs, comme on dit dans la diplomatie française, eh bien, c'est pour créer plus de valeur. Et que ces échanges, après tout, de mon point de vue, sont parfois plus riches et prometteurs que si tout le monde était sur un glacis autoritaire. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'Alliance. Je pourrais vous en parler très longtemps, mais vous avez compris ma conviction. Je pense que Thierry la supportera aussi. C'est que nous avons devant nous un potentiel fabuleux que le monde extérieur n'a probablement pas suffisamment mesuré. Cette alliance est unique. J'ose dire une chose, monsieur le rapporteur, c'est que le projet Fiat aurait-il eu lieu qu'il était un élément de renforcement de cette alliance et non pas l'inverse. Et je crois que tout le monde l'a bien compris, y compris mes amis japonais, qui ont parfaitement saisi l'intérêt qu'une alliance pareille pouvait avoir, ne serait-ce que parce que elle apportait ce caractère mondial qui aujourd'hui manque encore un tout petit peu à l'alliance globale. Qui ne l'ont pas voté, monsieur le Président. Ils ne l'ont pas voté, ils se sont abstenus de façon positive, je dois le dire. C'était un peu normal qu'ils le fassent, je l'ai dit publiquement, je ne m'attendais pas à autre chose. C'était un comportement extraordinairement positif de la part de nos partenaires japonais qui ont exprimé publiquement au sein du Conseil que s'ils s'abstenaient parce qu'ils avaient appris le projet 3 jours avant, ils s'abstenaient pour mieux voter positivement dans quelques mois, qui aurait été le délai nécessaire pour mettre au point une opération majeure pour notre industrie. C'était une attitude très positive et je crois que je l'ai reconnue publiquement. Aujourd'hui, le sujet n'est pas sur la table. C'est vraiment la chose la plus vraie, la plus sincère que je puisse vous dire, monsieur le sénateur. Si un jour il devait revenir dans des conditions qui seraient acceptables par tous, j'en serais ravi. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Je crois qu'on s'est bien compris. Très bien. Je vais donner la parole à Patricia Mouret-Richaud et ensuite à Laurent Duplon. Alors, pardonnez-moi, madame. Ah, pardonnez-moi, il y a des... Pardonnez-moi. Passer la parole à Thierry Bolloré pour traiter de la question des batteries. Non, mais c'est important parce qu'il y a un sujet important qui a été relevé. Également sur la question de l'hydrogène. Alors, peut-être, je traiterai, si tu veux, l'hydrogène, mais tu peux parler de la question du sol français et des batteries, si tu veux. Hein, voilà. Pardonnez-moi. Je vais essayer de faire des réponses les plus concises possibles. Sur les batteries, vous savez que notre stratégie a été de les fabriquer, parce qu'on était seuls. Ensuite, de profiter de l'émergence d'acteurs qui étaient plus doués que nous, notamment sur la chimie, qui n'est pas exactement notre métier de base. On a conçu des accords avec ces fabricants, des accords y compris d'innovation avec eux, qui portent des fruits honnêtement tout à fait remarquables. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui une palette de fournisseurs qui sont essentiellement des fournisseurs asiatiques. Il est vrai que nous, par contre, on essaie d'intégrer au maximum dans nos sites la mise en pack de ces batteries pour avoir une activité qui nous convienne bien et qui est utile dans l'ensemble de nos sites. Donc en fait, ce sont exclusivement les cellules que nous achetons à des fournisseurs extérieurs. Alors la question effectivement de la possibilité d'un projet européen de fabrication de batteries nous intéresse. Et moi, j'ai même écrit à cet égard, donc j'ai pris des engagements vis-à-vis de nos autorités sur le fait que nous étions intéressés. J'ai même donné des volumes qui correspondent, qui manifestent à une certaine échéance notre engagement, sachant qu'évidemment, il faudra voir dans quelle mesure le plan de développement de cette activité en Europe correspond à nos besoins, naturellement en compétitivité, ça va de soi, mais aussi sur le plan technologique, parce que c'est un point clé. Les batteries sont
pleine évolution à l'heure actuelle et ça va beaucoup plus vite que tout ce qu'on avait anticipé, plutôt dans le bon sens. Et nous avons investi assez massivement dans pas mal de start-up pour nous-mêmes essayer de trouver la meilleure chimie et le process qui va bien, sachant que derrière, on pourrait soit s'en servir nous-mêmes, soit le faire fabriquer. Vous voyez, donc on est très actif sur cette évolution des batteries et nous sommes prêts, si le projet européen prenait la bonne direction de notre point de vue, à évidemment regarder tout ce qui pourrait se faire, y compris en termes d'investissement. Et je m'y suis engagé, encore une fois, sous réserve d'avoir un plan qui soit digne de ce nom, un business plan que je n'ai pas encore. Voilà, ça concerne la partie batterie. Sur la partie empreinte industrielle, je pense qu'il faut bien comparer les choses comparables. Le compétiteur auquel vous faisiez référence, il est à 90% européen. Nous sommes à 50% européens. Notre stratégie est une implantation régionale. Alors, quand on dit régional dans notre métier, ça correspond à des plaques du type Amérique du Sud, Chine, Europe, bien entendu, ou Afrique, Moyen-Orient, vous voyez, avec l'Inde. Donc, on s'implante dans un écosystème qui satisfasse notre possibilité d'être compétitif, tout simplement. On a passé les volumes qui, à une certaine époque, nous imposaient de faire voyager des organes dans le monde entier parce qu'on n'avait pas assez de véhicules pour pouvoir rentabiliser des implantations complètes de véhicules. Donc notre empreinte industrielle, elle est quelque part équilibrée. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une forme d'équilibre qui correspond à notre capacité en coût-valeur de satisfaire une pérennité économique. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, ce qui est très important dans notre empreinte française, c'est d'être équilibré, sachant qu'au-delà de l'équilibre existant que vous connaissez, on renforce la dimension électrique en France pour l'ensemble de l'Europe. Vous avez évoqué l'hydrogène. Un mot sur ce sujet. Je reviendrai après sur les charges. Pardonnez-moi, je crois que... Non, je n'ai pas fini parce qu'il y avait d'autres questions, mais... Ah, alors peut-être terminer au mieux, oui, parce que il y avait une question de monsieur sur les charges qui sont... Quelles sont les charges qui nous affectent le plus? Toujours pareil, ce n'est pas dans l'absolu, mais c'est en comparaison avec nos voisins immédiats sur le plan de la compétitivité, sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc je fais une comparaison, là aussi, régionale, c'est-à-dire européenne. Hein. Et bon, le fait est clair, c'est nettement les impôts de production, que vous connaissez parfaitement bien, qui nous affectent le plus. Il faut que vous sachiez que donc, en 2018, on a dû payer quelque chose comme 320 millions d'euros d'impôts de production. Ils sont en très forte augmentation. Ils étaient de 70 millions inférieurs à cette somme en 2015. Donc c'est ça l'écart compétitif majeur qui est tout à fait factuel vu par nous. Ensuite, vous aviez une question sur l'innovation. À quand la voiture autonome? Alors, la voiture autonome, vous savez, on le décrit avec 4 niveaux d'autonomie différentes. Le niveau 2, il est déjà dans nos véhicules du type Clio, Capture. Ça vous permet d'avoir une sûreté de fonctionnement du véhicule, une sécurité personnelle dans le cadre de votre conduite sur autoroute. Ça vous permet aussi, dans les embouteillages, d'être là aussi beaucoup plus en sécurité parce que voilà, la voiture fait le travail pour vous, hein, d'une certaine manière. Ça, c'est pour le niveau 2. Le niveau 3, là aussi, on le développe en interne, au sein de l'Alliance, de nouveau. Et donc, c'est un système qui vous oblige quand même à garder les mains sur le volant dans la plupart des réglementations actuelles, mais le véhicule peut lui-même changer de fil tout seul en parfaite sécurité. Le niveau 4, et je pense que c'est ce à quoi vous faisiez référence, c'est un niveau où là, pour le coup, on peut quitter les mains du volant et on peut quitter les yeux de la route et donc avoir une toute autre activité. C'est un niveau qui est beaucoup plus élaboré et pour lequel on a décidé de coopérer dans un accord exclusif avec Waymo. Pourquoi Waymo? Parce que c'est l'entreprise mondiale qui est la plus avancée du monde en ce qui concerne leur maîtrise de ce type de conduite en conditions beaucoup plus ouvertes naturellement. Ils ont fait plus de 16 millions de kilomètres sur route et c'est l'entreprise qui, de très très loin, autorise un minimum de correction de trajectoire sur des millions de kilomètres parcourus. Alors, l'idée est extrêmement simple, c'est d'être capable de mettre sur des routes, dans des conditions contrôlées, des véhicules dans des délais courts. Nous, on vise 2022, dans des projets concrets,
qu'on a partagé avec un certain nombre d'acteurs de régions notamment ou de villes qui nous demandent de collaborer dans ce sens-là. Et nous y sommes prêts. Alors, on n'a pas attendu cet accord pour nous-mêmes nous développer. On a, vous savez, des expérimentations à Rouen avec des OE qui sont, nous sommes le premier constructeur à faire ça, qui sont en route ouverte, évidemment sous contrôle. Il y a une sécurisation complète du dispositif. Mais donc, j'ose dire que les choses avancent relativement vite. Mais pour qu'elles avancent encore plus vite, c'est la raison pour laquelle on s'est associé avec Wemo, pour être capable d'avoir une performance la plus importante. Le niveau 5, il existe. C'est vraiment la voiture totalement automatique, en toutes circonstances, et qui traverse la place de l'Étoile. Même le patron de Wemo dit que c'est un rêve, pour être très clair. Donc, c'est pas ça dont je parle. C'est pour ça qu'il faut être précis sur qu'est-ce qu'on entend par conduite autonome. Mais pour le niveau 4, on pense que ça peut venir dans les années qui viennent assez rapidement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver assez vite sur ces routes sous contrôle, sur des environnements contrôlés. Et petit à petit, au fur et à mesure que la législation, là aussi, évolue, on pourra avoir des infrastructures de moins en moins sous contrôle, tout en garantissant la sûreté de fonctionnement de ces véhicules. Et maintenant, tu voulais commencer à répondre sur l'hydrogène. Oui. Juste peut-être je commence et puis tu pourras compléter. Le sujet de l'hydrogène est absolument majeur et vous avez raison de poser la question. Mais vous sentez bien qu'il arrive au cœur d'un élément de choix stratégique qui devient de plus en plus complexe. Lorsque je disais à d'autres occasions que les investissements que nous avons devant nous pour assurer la technologie du futur sont considérables, je pèse mes mots. Les différentes technologies que nous travaillons en ce moment, en particulier pour le véhicule électrique, bien sûr, mais aussi pour le véhicule hybride, ces différentes versions, tout ceci nécessite non seulement un travail de fond, de recherche, etc., mais des investissements massifs d'industrialisation dans le futur. L'hydrogène est une voie, comme une autre, possible de l'avenir. Et on voit certains pays comme la Chine, après le Japon, avoir décidé des investissements massifs dans ce domaine. Alors, si le sujet est important pour nous, c'est à plusieurs titres. D'abord au titre plus général, j'allais dire, de la filière européenne de l'hydrogène éventuel. Elle n'existe pas aujourd'hui. Je l'appelle de mes voeux, je ne vous cache pas. Il me semble que c'est important parce que ce sera certainement une des voies de mobilité dans l'avenir, l'alimentation de nos systèmes moteurs avec hydrogène au départ, puis pile à combustible et alimentation électrique. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de projet européen en la matière. Tout juste, y a-t-il peut-être quelques projets nationaux en Allemagne, en France, puisque lorsque j'étais président du groupe Michelin, j'avais souhaité créer un début de filière en nous associant à Faurecia, ce qui a été fait et conclu par mon successeur, et puis évidemment en détenant une société qui était spécialiste dans la gestion des motorisations de ce type, qui est Symbio Fuel Cell. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en arrivant chez Renault, ce que je savais d'ailleurs avant, Renault était déjà engagé dans cette recherche et ce travail avec la fameuse entreprise dont nous parlons. Il y a aujourd'hui, Renault peut s'en féliciter, un certain nombre de véhicules sur la route qui fonctionnent à l'hydrogène avec cette technologie. Nous sommes en veille technologique. Il faut savoir que toutes les vertus de l'hydrogène sont faciles à décrire. Stockage, facilité, transport, de recharge, etc. Mais que la technologie hydrogène pour la mobilité du futur ne vaudra que lorsque l'hydrogène sera décarboné. Et aujourd'hui, elle est issue, vous le savez, du craquage du gaz. Et par conséquent, il est impossible de dire que l'hydrogène est décarboné, ce qui lui enlève à ce stade un énorme sujet stratégique. Et puis, il y a évidemment le coût de développement des stations de recharge. Tout ceci est encore très, très excessif par rapport à ce que nous considérons devoir être la norme. Mais il est important, monsieur le sénateur, de comprendre que Renault fait partie de ces entreprises, et je m'en réjouis, qui exercent une veille extrêmement attentive afin de ne pas rater le coche, si je puis me permettre. Le jour où cette technologie montrera qu'elle peut
effectivement se développer. Et je crois que nous continuerons à être aussi vigilants qu'il le faut. Mais enfin, vous comprenez bien que nous avons des priorités et que, si je puis me permettre une digression, l'Alliance peut nous aider aussi, mais l'élargissement de l'Alliance encore plus. Voilà, parce que nous avons besoin de générer des ressources considérables, parce que tout ce dont nous parlons là est bel et bon, mais il n'existera pas si nous n'avons pas les moyens d'investir. Et nous ne serons pas seuls. Si nous sommes seuls, je vous le dis, nous ne pourrons pas y arriver. Voilà. Oui, monsieur. Quelques éléments. Le premier véhicule vendu en Europe à hydrogène, c'est un véhicule Renault. C'est le Kangoo. Et je ne le dis pas par hasard, parce que c'est un véhicule utilitaire, ouais. Et on est en train de travailler à la conversion du Master en véhicule à hydrogène, parce que dans les flottes de véhicules utilitaires, ça a déjà du sens. Parce que vous pouvez centraliser l'approvisionnement en hydrogène d'une façon qui satisfasse un opérateur qui a quelques dizaines ou quelques centaines de véhicules, et ça fonctionne relativement bien, en particulier pour le dernier kilomètre qui, de ce point de vue-là, devient propre. Et on travaille avec Symbio, on doit être un des plus gros clients de l'entreprise dont parlait Jean-Dominique à l'instant. Donc, ce qui veut dire qu'on est déjà actif, vous voyez, on vend des véhicules à hydrogène. Pardon ? Bien sûr, bien sûr. Et la Poste est un de nos premiers clients, c'est tout à fait juste. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, un véhicule à hydrogène, c'est un véhicule électrique finalement, avec une toute petite batterie, si bien qu'il faut une pile à hydrogène, une pile à combustible et un certain réservoir pour alimenter en permanence cette batterie et faire tourner les roues. Vous l'avez compris, les batteries évoluent à une telle vitesse en termes de performance, de coût, de masse, qu'en fait, le vrai sujet sur lequel nous travaillons alors très activement, c'est la combinatoire d'une certaine taille de batterie et possiblement d'un étendeur d'autonomie qui, idéalement, serait effectivement hydrogène. Parce qu'à ce moment-là, on est propre intégralement et on peut travailler le rapport coût-valeur entre le coût de la batterie par rapport au coût de cette pile à combustible d'une façon qui, dans l'avenir, pourrait être extrêmement souple et flexible selon les usages de nos clients. Sylviane Noël, puis Alain Durand. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Sénatrice d'un département qui comprend l'une des plus grosses concentrations de PME sous-traitantes de l'automobile à travers l'industrie du décolletage à la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, je me permets d'être le modeste porte-parole de ces 400 entreprises regroupant 8000 professionnels, 40 000 emplois indirects et sous-traitantes pour 56% de leur chiffre d'affaires pour le secteur de l'automobile. Vous l'avez rappelé, les mutations technologiques du secteur automobile sont nombreuses aujourd'hui, avec l'émergence du véhicule autonome, le développement du véhicule électrique et puis la baisse du moteur thermique. Ces défis technologiques ont conduit de nombreuses PME à investir lourdement à la demande des constructeurs. Or, depuis maintenant un peu plus d'un an, ces PME subissent une baisse du chiffre d'affaires qui est très importante, de l'ordre de 15%, et ce qui engendre une tension importante au niveau de leur trésorerie. Face à cette situation, je me permets d'insister sur l'absolue nécessité pour les donneurs d'ordre que vous êtes, les constructeurs automobiles, de respecter les délais de paiement. On m'a signalé de graves dérives en la matière. Par ailleurs, même si je conçois que cela puisse être difficile, il me semble nécessaire que les donneurs d'ordre et les constructeurs puissent donner un maximum de visibilité à ces entreprises pour qu'elles puissent adapter au mieux leur niveau d'activité. Et enfin, je me permets d'insister sur l'urgence à accompagner et à soutenir ces entreprises qui ont lourdement investi, qui pour la plupart sont des PME, et qui aujourd'hui se retrouvent face à des lignes de production pratiquement à l'arrêt, et cela engendre vraiment pour elles de grandes difficultés. Donc je souhaiterais savoir si le groupe Renault a quelques solutions à leur proposer. Je vous remercie. Vous avez posé la question de la vallée de l'Arve, et merci de la poser parce qu'elle est franchement centrale par rapport au sujet. Oui, il y a eu des baisses de chiffre d'affaires. Il n'y a pas que là, d'ailleurs. Simplement, puisque vous représentez avec beaucoup de force le territoire, nous avons beaucoup de PME en France qui peuvent éventuellement faire face à des difficultés dans les années qui viennent. Je préfère le dire parce que nous n'avons pas encore vu tout à fait toutes les conséquences des choix qui ont été faits.
et peut-être que c'est l'occasion pour moi d'appeler de mes voeux, dans les futures évolutions réglementaires, une analyse d'impact robuste avant de passer à la décision. Je pense que dans le cas du diesel, je pense que la décision qui a été prise, nous la respectons, nous la vivons, mais elle n'a pas été forcément faite avec les analyses d'impact suffisamment robustes à l'origine, donc je le dis clairement, et ça met en défi la capacité des industriels à faire face à un tel bouleversement et aussi rapide. Par conséquent, ne nous leurrons pas, nous n'avons pas vu le bout de la complexité du sujet, et en particulier sur le plan social. Donc, voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Bien entendu, vous comprenez bien qu'à partir de là, ce n'est pas le genre d'un groupe comme Renault de simplement constater une situation difficile, on s'y attelle. Alors, on n'est peut-être pas parfait, mais on pourrait donner plein d'exemples, et vous en avez cité, la fonderie du Poitou, un certain nombre d'autres, etc. On pourrait les traiter dans le même temps, et tu pourras d'ailleurs peut-être donner des précisions là-dessus. Mais franchement, ça nous saisit tous les jours, je vous assure. Et je voudrais que vraiment la question du sentiment que les grands groupes sont les grands méchants face à une situation difficile pour les plus petits groupes cesse. On a aussi des contraintes considérables que tout le monde comprend, et on comprend mieux que quiconque les évolutions que ces fournisseurs subissent, compte tenu des changements brutaux de technologie imposés par des réglementations. Par conséquent, soyons clairs, on peut vous donner les éléments, et pour répondre en direct aux questions que vous avez posées, Thierry peut apporter ces éléments-là. Sachez que ça sera toujours, vous n'êtes pas obligé de me croire, au premier chef de notre pensée, parce que de toute façon, si ça n'était pas, on nous le rappellerait, mais que, en matière de donneur d'ordre, nous savons que c'est notre devoir de faire attention à l'évolution sociale de ces entreprises. Nous avons des chartes pour ça, nous avons des suivis, nous avons des audits, nous avons des équipes qui sont incroyablement motivées sur le terrain. Alors rien n'est parfait, mais il faut quand même comprendre qu'on est devant une situation d'évolution extraordinaire, si je puis dire, dans sa rapidité qui nous est imposée. Peut-être voudrais-tu, pour aller, si vous le voulez bien, dans le sens de votre question, répondre à celles qui ont été posées sur la fonderie du Poitou en particulier. Ça permettrait de traiter La fonderie du Poitou, c'est un des exemples, effectivement, où on a été absolument obligé d'intervenir. Alors, le groupe est extrêmement actif. Hein. On a des équipes qui sont en permanence, non seulement en veille, mais surtout en action avec l'ensemble de nos autorités gouvernementales, avec les autorités locales, bien sûr, que vous connaissez. Le but, là, en l'espèce, était de retrouver un repreneur. Ça a marché. J'ose dire que la situation entre l'aluminium et la fonte sont quand même très, très différentes. Donc, vous savez que nous, on a dépensé à peu près 8 millions pour soutenir Liberty pour les frais d'exploitation, et on a rajouté, en termes d'activité, une enveloppe de l'ordre de 61 millions, comme c'est quelque chose d'assez significatif. Bon, je vois, moi, deux choses. Un, sur le plan de l'aluminium, on a une visibilité, parce que ça correspond à des besoins qui sont des besoins courants. Sur le plan de la fonte, c'est pas du tout le même sujet, parce que même élément, en fait, la baisse du diesel est tellement rapide, et ça, c'est le consommateur qui décide en fonction de l'évolution des réglementations et de tout ce qui s'est passé pour que le diesel, finalement, soit de facto rejeté. Dans les faits, il faut véritablement une reconversion de ces activités fonte par le groupe Liberty. C'est ce à quoi il s'est engagé. Nous, on constate que il y a un enjeu aussi de remise en état industriel qui est un engagement de Liberty qui n'est pas encore en trajectoire, pour être tout à fait clair, et notamment une diversification de la base client qui est fondamentale pour assurer la pérennité de ce site. Donc nous, on est là. Je pense qu'on a rempli tout ce qu'on pouvait remplir comme obligation. On a un carnet de commandes qui est là pour l'aluminium, donc c'est pérenne. Pour la fonte, il y a un vrai sujet pour reconvertir l'activité. Voilà, en clair, c'est ça le sujet. Bon, moi, j'en profiterai pour... alors, il y a plein d'autres cas. Hein. Il y a le groupe Arche, il y a UGMS. Enfin, on est à la bataille sur à peu près l'essentiel des premières conséquences de ce qui se passe sur le diesel. Il est certain, il ne faut pas se faire d'illusions non plus, la conjoncture du marché automobile à l'heure actuelle est en train de se dégrader largement. C'est-à-dire qu'il y a l'effet réglementaire qu'évoquait Jean-Dominique et ses conséquences immédiates. Il y a eu du diesel bashing aussi, hein, qui a eu des conséquences majeures, les deux étant d'ailleurs très liés. Ensuite de quoi, il y a aussi l'activité.
sur le plan d'activité, il ne faut pas se faire d'illusions. On va être dans des situations qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on a vécues depuis 10 ans. Le marché mondial à date, jusqu'à fin août, est à peu près à moins 7%, moins 6,6 exactement. Il faut savoir que l'Europe est à moins 2,4, la France est à moins 1,5. Nous, en dehors de l'Amérique du Nord, en fait, à l'international, nos marchés sont à moins 10. Donc vous voyez, c'est moins 10 pour l'international, moins 2,4 pour l'Europe. Je veux vous dire franchement, ça c'est une crise. Je crois qu'il faut qu'on le partage très, très volontiers. C'est une crise, c'est-à-dire que ce qu'on avait anticipé de la difficulté d'un certain nombre de sites, et ce n'est pas 2 ou 3 sites qu'on a identifiés avec la filière et avec la DGE, avec lequel on travaille main dans la main, et Bercy, plus généralement. C'est plus de sites que ça. Et donc ça dépasse très largement tous les moyens que nous pouvons même avoir nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle mon dernier chapitre, c'était on a besoin de travailler ensemble, on a besoin de vous pour voir et anticiper au maximum, quand ce ne sera pas possible de survivre, de voir la reconversion de ces sites. Et plus on le prend tôt, plus on arrive à trouver des solutions. Et nous, moi j'ai mis une équipe en place qui est capable de coopérer intégralement, nous en y apportant notre part, y compris à la reconversion de sites sur des activités qui n'ont rien à voir avec l'automobile. On est prêt à faire ça. Voyez. Mais par contre, si on ne travaille pas ensemble et si on n'anticipe pas, alors après, on n'a plus qu'à traiter des cas un peu à la mode GMS, qui sont quand même particulièrement douloureux et dramatiques. Donc, par exemple, la prise de conscience, vous voyez, madame, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise parfois, on a eu du mal parfois à leur dire, mais attendez, regardez ce qui va se passer. Oui. Et là, on a besoin d'aide. On a besoin d'avoir des gens comme vous qui les connaissez beaucoup mieux que nous, parfois, et qui leur disent, attendez, là, il faut faire quelque chose. En anticipation. Voilà, c'est juste le commentaire que je voulais rajouter. Ensuite, Yves Boulou. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Comme c'est une speed audition, je vais au plus rapide. Ma première question, c'est est-ce qu'on va continuer à construire des voitures françaises en France? Est-ce qu'il y a un avenir industriel pour Renault en France? Non, je pose la question pourquoi? Parce qu'en 2004, 53% de la production européenne, y compris turque, était construite en France. 15 ans après, c'est 19%. Et dans le même temps, en France, on a perdu 25 000 emplois. Il y a quand même eu quelques catastrophes sociales. Chez Renault, depuis 15 ans, je dis ça, voilà. Mais dans le même temps, en 15 ans, les filiales étrangères ont gagné 44% d'effectifs. Plus 560 à Casablanca, plus 150% au Brésil. Donc, vous voyez, c'est ça la question. Et tout à l'heure, je vous entendais me dire l'empreinte carbone, on veut la réduire, etc. Mais aujourd'hui, la Clio 5, c'est plus en France. Vous voyez, c'est directement en Turquie, en Slovénie. Mais quand même, on va la réimporter pour la vendre en France. Donc, il y a quelque chose là qui ne tourne pas rond. Vous voyez, et donc ça, c'est quel avenir industriel, quel site, comment on va les sauvegarder? Et puis la deuxième question, je vais très vite, c'est sur la compétitivité. Alors à chaque fois qu'on reçoit un directeur ou un grand président, enfin des chefs d'entreprise comme vous, on parle de la compétitivité. Mais il faut aller au bout. Vous êtes en confiance ici. Ça veut dire quoi? Vous nous dites, bon, quand on vous a reposé la question, vous avez trop d'impôts de production. Mais alors c'est quoi le rêve? C'est qu'il n'y en ait plus d'impôts? Parce que l'impôt, ça permet de transporter les salariés, les transports, l'éducation à un haut niveau. Vous voyez, c'est quoi, par exemple, sur les salaires? Parce qu'on entend souvent, il faut que vous alliez au bout. Est-ce que vous vouliez plus de cotisations sociales patronales? Est-ce que vous voulez faire sauter les 35 heures? Vous voyez, il faut qu'on ait un discours franc et direct. Et après, là, il y a deux visions qui s'affrontent. Moi, je vous dis que ce modèle social, il fait partie aussi de notre compétitivité. Et ce qui permet aujourd'hui d'avoir les salariés qui sont au plus haut niveau de production, y compris dans le modèle des 35 heures. Mais vous voyez, c'est ça qu'il faut mettre en débat. Vous arrêtez au milieu du gué, et puis après, donc je reste sur ma faim. Et moi, je préfère un discours franc et direct. Et si vous allez au bout, on ne sera pas d'accord, j'en suis certain, mais ce n'est pas grave. Ça s'appelle la démocratie. Je vous remercie. Bon, pardonnez-moi, il y a eu la question de comment va-t-on tenir, combien de temps, stratégie pour les emplois français. Je crois qu'on a un peu répondu à cette question, si vous voulez. Vous sentez bien qu'on est motivé, évidemment, par le sujet. On a traité de ces questions de compétitivité, de ces questions d'innovation. Pour moi, tout est dans ces réponses-là. On ne peut pas rêver. On a des challenges devant nous évidents. On les connaît, on les regarde en face. Et on a
qu'une seule idée en tête au fond de nous-mêmes, c'est de tout faire pour préserver ces emplois. Franchement, sinon, je ne sais pas quelle serait notre raison d'être. La question, c'est simplement qu'il faut que les conditions qui entourent ces emplois... Alors, je me permets d'insister parce que l'une d'entre vous a évoqué la question, encore une fois, du fait que la complainte des industriels sur le coût de production qui est un peu lancinante, etc. Sauf que l'ennui, c'est qu'on est face à une réalité évidente et que les chiffres ne trompent pas. Alors, au-delà des chiffres, il y a des personnes, et c'est quand même ça qui compte le plus. Le point derrière cette question, c'est qu'il faut arriver à avoir un terrain égal. C'est vrai au niveau international, quand on se plaint éventuellement des questions chinoises et autres, et on dit qu'il faut qu'on ait un terrain égal sur le plan de la réciprocité, des règles, etc. C'est vrai en Europe même, où des différences majeures existent encore. On en a souligné quelques-unes tout à l'heure avec l'Espagne, je pourrais dire la même chose avec l'Allemagne. Les coûts de production sont 30% plus bas en Allemagne qu'ils ne sont en France. Tant qu'on n'aura pas un terrain économique égal, c'est pas la question de ne pas payer des impôts. Enfin, franchement, c'est pas le sujet. Évidemment qu'il faut payer des impôts. Enfin, je veux dire, c'est élémentaire. La question, c'est simplement de ne pas payer plus qu'ailleurs et qu'on puisse, nous, comme industriels, et quand je mets impôts, charges sociales, etc., se retrouver avec un territoire équivalent pour que la compétition soit égale. Voilà. Quand on part avec des poids accrochés au mollet, c'est moins facile. Je peux peut-être répondre aussi, monsieur, à votre question concernant qu'est-ce qui se passe ailleurs entre le thermique et l'électrique. Bon, je pense que ce sont véritablement les réglementations sur les émissions qui guident les technologies et le choix des technologies. Ce n'est pratiquement que ça. C'est pas vraiment le consommateur, sauf une fraction de nos clients qui ont des choix très précis. Sinon, ce sont les réglementations. Alors, la question de savoir est-ce que le reste du monde est à l'aune de ce qui se passe en Europe, la réponse c'est oui. Il y a quelques îlots dans le monde où on ne peut pas faire cette réponse, comme par exemple en Russie, où effectivement il y a beaucoup plus de latitude, et ce qui parfois nous gêne d'ailleurs, parce que c'est pas tellement notre raison d'être de ne pas offrir à tous nos clients dans le monde le meilleur en termes de mobilité propre et responsable. La réalité, c'est qu'il y a un écart au niveau de la réglementation. Sinon, vous prenez la Chine, vous prenez l'Inde, vous prenez l'Amérique du Sud, vous prenez, je peux presque dire l'Afrique. J'étais au Maroc récemment, nous étions ensemble. L'évolution des futures réglementations marocaines va dans le sens de ce qui se passe en Europe à l'heure actuelle. Et en Amérique du Nord, vous savez que la situation est particulièrement peu homogène, mais vous avez la Californie qui a toujours été très en avance, sur l'ensemble du monde d'ailleurs, en termes de rigueur sur les émissions. Donc c'est vraiment un mouvement mondial, je pense, qui est très lié à une prise de conscience de la nécessité de la transition énergétique, et qui fait que on est à peu près partout dans la même situation en termes d'évolution vers des chaînes de traction qui sont de plus en plus électrifiées, voire totalement électriques. J'ai l'impression qu'on a couvert l'essentiel des grandes questions qui ont été posées. Je regarde mes notes, je n'ai pas le sentiment... Alors, si, une question sur le recyclage. Ah, le recyclage des batteries. Parfaitement raison. Vous ne nous avez pas fait l'annonce. Pardonnez-moi, je cherchais, oui, voilà, non, tout à fait. Monsieur le Président, vous ne nous avez pas fait l'annonce, parce qu'on pensait que vous choisiriez le Sénat pour faire une annonce comme quoi la Clio hybride, c'est fabriqué en France. On a fabriqué 2 millions de véhicules en France, et j'arrive pas à comprendre pourquoi Toyota arrive à faire une Yaris, un petit modèle, alors que PSA, vous nous dites qu'on ne peut pas fabriquer de petits modèles parce que ce n'est pas rentable chez nous, et qu'eux y arrivent. J'arrive pas à comprendre des choses comme ça. Sur les 10 voitures les plus vendues en France, il n'y en a que 3 fabriquées en France. Et c'est pour ça qu'on intervenait en disant « Faites attention à l'emploi, vous avez perdu 32% d'emplois. » Et ça, c'est la question qui nous interroge tous. Et il y en a qui arrivent à le faire. Pourquoi Toyota arrive à le faire ? C'est tout le problème de comparer des constructeurs qui n'ont pas le même équilibre les uns vis-à-vis des autres, non seulement à l'échelle mondiale, mais même à l'échelle régionale. Et on ne peut pas comparer Toyota en Europe par rapport à Renault en Europe. Voyez, c'est là la difficulté qui se pose aussi. Mais moi, je ne connais pas les niveaux de profitabilité de ces véhicules au global de l'ensemble de l'équilibre économique de Toyota. Voyez, moi, je n'ai pas les éléments chiffrés. Par contre, on sait ce qui se passe chez Renault, et on sait que sur le territoire français, ce qu'on cherche à faire, c'est mettre des véhicules qui ont de plus en plus de valeur ajoutée.
pour justement contrebalancer parfois les décalages de compétitivité qui peuvent exister et répondre à un besoin global de nos clients. Vous voyez, par exemple, les véhicules Global Access, qui ont du succès dans le monde entier, du reste, en Europe, en France, mais dans le monde entier. Il est un fait que pour pouvoir avoir cet équilibre économique avec des véhicules accessibles, voire très accessibles, on est obligé de faire les choix de sourcing qui ont été les nôtres dans le passé. Est-ce que c'est un mal? En tout cas, si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas cette offre et on n'aurait pas un tel niveau d'accessibilité tout en étant durable parce que compétitif. C'était l'audition des dirigeants du groupe Renault devant les sénateurs. Le PDG, Jean-Dominique Senard, a défendu une nouvelle gouvernance plus claire et plus transparente. Après l'affaire Carlos Ghosn, l'alliance Renault-Nissan semble obtenir un second souffle, puisqu'en 2022, toutes les voitures Renault seront fabriquées sur des plateformes communes avec l'allié japonais. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsena.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.